Coco cocotte. Je suis de retour, ça fait plaisir. Miam 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 miam. Il existe en ce bas monde une trilogie romanesque totalement hallucinante et dont on pourrait tirer une série Netflix tout aussi hallucinante. C'est la trilogie Rourke et Killinger, écrite par les bons soins de Paul Lou Sulitzer. Tu sais, l'homme d'affaires français accusé par ses détracteurs d'avoir eu recours à des nègres littéraires. Tu vois, t'as même pas ouvert le bouquin que la polémique te saute à la figure, Coco. Paul Lou Sulitzer a signé des romans qu'il n'a pas écrits. C'est ce que nous disent les détracteurs. Un homme d'affaires, un col blanc, arrogant, avec son cigare au bec, ne peut décemment pas être un écrivain. Et qui plus est, un putain d'écrivain, sachant que la trilogie Rourke et Killinger est un putain de livre. De triptyque, hein, de trilogie. Alors c'est trois romans, hein. En fait c'est trois romans, trilogie, hein, forcément, t'auras compris. La femme pressée, Kate et Les routes de Pékin, tu vois. Et ces trois romans font partie des meilleurs romans que j'ai jamais lus. Et j'en ai lu 12 millions rien que l'année dernière. Je sais, je me suis relâché, arrête de me le rappeler. Bon, alors, Sulitzer, escroc ou beau gosse, hein? Est-ce qu'on lui décerne le prix Pulitzer ou le prix arnaqueur? J'ai pas enquêté, Coco. J'ai pas traqué Sulitzer comme le ferait Rourke, le héros de la trilogie. J'ai même pas fait mon chien de chasse. Hein. L'œuvre est tellement captivante que tu ne cherches pas à savoir qui est aux commandes. Tu croques dans la pomme sans penser au pommier. Tu vois, tu t'abandonnes aux lèvres de cette fille superbe sans plus savoir qu'elle est mariée ou qu'elle retourne dans son pays natal le lendemain. Tu vois, le temps présent fait loi. Rien d'autre ne compte. C'est ça, croquer dans un bon roman, dans une œuvre d'art. Comment t'expliquer ça? C'est oublier jusqu'à ton nom, jusqu'au nom de l'auteur. Le bouddhisme zen entre les mains, quoi. Maintenant, s'il s'avère que le véritable auteur de cette trilogie comestible se cache quelque part dans la nature et décide un beau jour de se présenter au monde et de revendiquer ses droits, je le soutiendrai. Je le soutiendrai mordicus. Rourke et Killinger, qu'est-ce que c'est? Alors, t'es prêt? C'est une histoire d'amour contrarié entre deux génies de la démesure. C'est Roméo et Juliette sous amphétamine, avec pour toile de fond la furie du XXe siècle, la première moitié furieuse du XXe siècle. Alors quoi, au programme, essor brutal du capitalisme américain, Première Guerre mondiale, guerre d'Espagne, révolution culturelle chinoise, nazisme, année folle, prohibition et grand banditisme, quoi d'autre, avènement du grand reportage, du vrai journalisme, du journalisme de fond, hein, avec preuve de ce qu'on avance, et prise de risque, avènement du style, de la mondanité, du bling-bling, des grandes fortunes autofabriquées, des self-made men, de Tommy Shelby. Rourke et Killinger, c'est Peaky Blinders aux quatre coins du globe, concrètement. Alors ça, c'est déjà fantastique. Notre époque, Coco, est très riche en événements, mais c'est vrai que le XXe siècle n'était pas aseptisé comme notre époque, où finalement tout est vécu à distance de téléphone ou de laptop. Tu te prenais tout dans la gueule au XXe siècle. Les événements étaient vécus de façon plus organique, plus charnelle. On dit que le corps a une mémoire. Je pense que notre corps à nous est resté celui d'un nouveau-né en comparaison au corps de nos aïeux. Notre mémoire est vierge. Alors on peut en débattre, évidemment. Bref, Rourke. Qu'est-ce que je l'aime lui alors? Rourke, comme Mickey Rourke, est un grand reporter. C'est un garçon né en quelle année déjà? En 1904. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Il est né en 1904, d'une mère française et d'un père irlandais. Alors, il se prénomme H. H.
ok? La lettre H doublée, H.H, ok? Que signifient les initiales de son prénom? Je te le dirai pas. Il est, de l'avis de beaucoup, le plus bel enfant de salaud que le journalisme occidental ait produit. Voilà. Ça, c'est du Rourke. Ses capacités en ont fait un journaliste hors norme, et tu comprendras pourquoi dans quelques minutes. C'est un génie de la discipline, voilà. Voilà ce que lui dit l'un de ses premiers mentors au New York Times. T'es prêt? Écoute-moi ça. Le problème que nous avons abordé, monsieur Hawks et moi-même, à votre sujet, Rourke, n'est pas celui de votre aptitude à devenir reporter. Monsieur Hawks et moi-même pensons que vous avez toutes les qualités qui conviennent. Ce qui nous a conduit à nous interroger est que vous les possédiez en quelque sorte à leur paroxysme. Je ne dirais pas à l'excès, mais presque. J'avoue que c'est une bien curieuse raison pour hésiter à engager quelqu'un. Voilà ce que dit Anda, je crois qu'il s'appelle Anda du New York Times, au jeune Rourke. Ça te donne une idée de l'enfant de salaud que c'est. Et il a à peine 20 ans à ce moment-là de l'histoire. Il a à peine 20 ans. Il est à la fois impitoyable dans sa traque de l'événement, du scoop, glacial, complètement obsessionnel et prêt quasiment à tout pour obtenir l'information. Et en même temps, il peut se montrer charmant, sensible, concerné par autrui, précautionneux. Et d'ailleurs, son physique reflète cette extrême dualité. Tu sais, selon le profil qu'il te donne à voir, il a l'air d'un fils de pute qui laisserait mourir sa mère pour en tirer un article à sensation, tu vois, ou il a l'air d'un ange. En vérité, H. Rourke adore sa mère, tu vois, il joue de son bon profil auprès d'elle. Kate Killinger, l'héroïne du roman, le compare à un chien de chasse, créé et mis au monde pour chasser. Il est génial, ce gamin. Moi, je le trouve génial, perso. Dès l'âge de 10 ans, il veut devenir correspondant de guerre, tu vois. Il ne pense qu'à ça. Il ne vit que pour ça. Sauf, quand il croise la route, par intermittence, de Kate Killinger, la fille extraordinaire d'un magnat de la presse américain, tout aussi têtu que lui, tout aussi dévoré d'ambition que lui, tout aussi seul que lui. Kate, c'est peut-être la femme par excellence, tu vois. Elle possède les 5 vertus de la badass attitude dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Être attentive, être ambitieuse, savoir se battre et faire front, imposer son esprit, ça fait 5. Et semer le trouble, pardon, ça fait 5. Semer le trouble, ok. Kate ou Catherine, comme tu veux, a 3 ans de moins que Rourke. Lors de leur première rencontre, ils ont à peu près 16 et 19 ans, tu vois. Le père de Kate, Carl Killinger, a eu vent d'un jeune reporter au culot infernal et il veut le rencontrer, accompagné de sa fille. Alors je vais te lire le passage. Tu vas commencer à comprendre la beauté de la relation entre ce Roméo et cette Juliette. Tu vois, cette Juliette qui va fonder son propre journal et faire la guerre à son père. C'est bon ça. La Rolls-Pierce roula jusqu'à Central Park et y pénétra. H.H. avait pris place à l'arrière, ayant Carl Killinger à sa gauche et à sa droite une grande jeune fille d'entre 16 et 18 ans. « J'ai entendu l'interview que vous avez donnée à la radio, dit Killinger, ouvrant la bouche pour la première fois. Je me trompe ou vous avez un léger accent irlandais ? H.H. ne répondit pas. Il regardait les yeux bleu saphir de la jeune fille qui, quant à elle, soutenait le regard de H.H. avec la plus grande tranquillité. Il y a quelque temps, reprit Carl Killinger, le groupe Hearst, pour ne pas le nommer, a lancé une attaque contre mon journal, dans le domaine de la distribution et de la mise en place. Ils ont jeté 40 000 $ dans la bataille. J'y ai investi 100 000 et je l'ai remporté. Je serais monté au million et même davantage. J'ai horreur de perdre et suis prêt à être tué si c'est la seule façon de tuer l'autre. Vous m'écoutez, jeune homme ? Avec ferveur, dit H.H., hypnotisé par les prunelles bleues saphir. Combien Saul Friedman vous a-t-il finalement offert pour votre reportage ? 30 000 $, monsieur. Il aurait encore renchéri s'il avait pensé pouvoir vous convaincre, vous le savez ? Oui, monsieur.
Killinger se mit à rire, comme si sa précédente déclaration guerrière l'amusait beaucoup, ce qui d'ailleurs était le cas. Il avait de très belles mains, grandes et fortes, mais fines également. J'étais curieux de connaître un garçon de 19 ans capable de refuser 30 000 dollars et plus, c'est-à-dire le salaire annuel de mon rédacteur en chef augmenté de ses primes. J'étais curieux de connaître un garçon capable de passer des mois et des mois de sa vie dans le seul but de réussir un scoop, et ce uniquement pour obtenir une place dans un journal de son choix qui va, dans le meilleur des cas, le payer 20 dollars par semaine. Pourquoi avoir choisi d'offrir vos services au seul Herald, Times et Tribune? H.H. raconta sa conversation avec James Gordon Bennett Jr. 9 ans plus tôt. La jeune fille à sa droite ne disait toujours rien, ne bougeait toujours pas. Ses mains étaient longues, un peu grandes peut-être pour une femme, ses pommettes hautes, son nez droit, elle avait une bouche charnue et sa lèvre inférieure rectangle esquissait une ombre de sourire moqueur. Tout son visage, à commencer par ses yeux, mais aussi l'immobilité de ses très longs doigts posés à plat sur ses genoux et tout son corps exprimaient un étonnant contrôle d'elle-même, une sûreté de soi et, par-dessus toute chose, une intelligence audacieuse et très déterminée. À mieux dire encore, il semblait qu'elle fût une force latente, d'une passion extrême, à tout instant prête à s'exprimer dans une calme fureur. Du moins, est-ce de la sorte que H.H. Rourke la vit, dès ses premières minutes de leur rencontre, dans le même temps qu'il était très bouleversé par sa beauté. « Ils ne vous engageront pas, » disait Karl Killinger. « Saul Friedman a commencé de se renseigner sur vous, sur mon ordre. Ils ne vous engageront pas, du moins pas comme vous l'espérez. Vous êtes à demi irlandais et à demi français. C'est mieux que d'être juif ou nègre, mais à peine. Ils n'aimeront pas que vous ayez cherché à leur forcer la main. À la limite, ce que vous avez fait ressemble assez à du chantage ou à une entrée par effraction. Ils ne vous le pardonneront pas. Frank Munsey du Herald n'est pas un homme de presse. Pour lui, un journal n'est pas un être vivant. On devrait mettre sa tête à prix. Les Reed du Tribune, Ogden et surtout sa femme Helen ne sont pas mal, mais ils gèrent le Trib comme un musée ou un château historique dont il ne convient pas de changer la moindre tuile et dont l'entrée est réservée aux diplômés de Harvard ou de Yale à condition qu'ils soient de bonne famille et sachent se servir d'un couvert à poisson. Quant au vieil Adolphe Ox, c'est évidemment le meilleur des trois, et de loin, bien qu'il soit juif, c'est un homme de presse, un vrai. Lui, au moins, sait que l'on doit donner à un journal plus de sa propre vie qu'à un enfant, et son rédacteur en chef, Karl von Anda, est intelligent comme 36 diables. Sauf que, dit la jeune fille, continuant de fixer H.H. Rourke, et l'éclair d'ironique gaieté dans ses yeux, le ton sur lequel elle prononça ces deux mots, révélèrent qu'elle avait déjà dû entendre un certain nombre de fois la péroraison paternelle. Sauf que, demanda H.H. Sauf qu'Adolphe Ox et Karl von Anda sont entrés dans le journalisme comme on entre en religion, sauf qu'ils se prennent pour la conscience de l'Amérique, sauf qu'ils font un journal pour les gens intelligents et riches, et qui estiment que rien ne doit surtout changer de l'ordre établi, sauf qu'ils considèrent que la vocation du Times est de ne publier que les nouvelles convenables, et que la lecture du Times est en elle-même un gage des plus sûrs de rectitude morale. Voilà qui est des plus irritants, dit H.H. On serait exaspéré à moins. J'aimerais assez, dit Karl Killinger avec douceur, et semble-t-il une certaine envie de rire, j'aimerais assez qu'un petit morveux d'Irlando-français soit un peu plus respectueux de Karl Killinger. Oui, monsieur, je comprends fort bien. Pourquoi avez-vous refusé votre reportage au Morning? Et je ne parle pas d'argent. Puis-je m'exprimer très franchement, monsieur? Je m'attends au pire, dit Killinger. Pour deux raisons, dit H.H. Rourke. La première est que le Morning ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe en dehors des États-Unis, et à peine à ce qui se passe en dehors de New York. Et il se trouve que le monde est juste assez grand pour moi. La seconde? Votre journal est de la merde. Un sentiment vraiment étrange et d'une prodigieuse nouveauté envahissait lentement H.H., tandis qu'il regardait la jeune fille. Il avait déjà connu à 19 ans 30, sinon 40 femmes. Il comprenait fort bien ce qui était en train de lui arriver. C'était très amer et très doux, triste et gai, presque douloureux. À sa gauche, Karl Killinger riait.
Regardez-moi, dit Karl Killinger. Je me trouve actuellement quelque part, sur votre gauche. Vous devriez m'apercevoir en tournant la tête. H.H. tourna enfin la tête et pour la première fois depuis qu'il était monté dans la voiture, rencontra une autre paire d'yeux bleus saphir fort identique à la première. Mais entre Karl Killinger et sa fille, la ressemblance ne s'arrêtait pas là. Leurs deux visages avaient encore en commun cette détermination d'une intensité si saisissante et cette façon de fixer tout interlocuteur droit au fond des yeux, presque sauvagement. Il y a déjà un certain temps, dit Karl Killinger, que j'ai formé mon opinion sur la vie elle-même et la représentation que les journaux doivent en donner. Je ne vais pas en discuter avec vous, une autre fois peut-être. S'il y a une autre fois. La jeune fille à votre droite a insisté pour vous rencontrer. Elle m'a fait partager la curiosité que vous lui inspiriez. Sans elle, vous ne seriez pas dans cette voiture. Vous avez vendu votre reportage ? Oui, monsieur. 1000 $? Oui. On vous a accordé la place de reporter que vous vouliez ? Oui et non, dit H.H. Silence. Après lequel Killinger ordonna au chauffeur de la Rolls-Pierce de sortir du parc et de le reconduire au bureau du Morning News dans la 43e rue. Rourke, si un jour vous avez un autre scoop et que personne d'autre n'en veuille parce que l'on vous tiendra alors pour le plus bel enfant de salaud de la presse des 5 continents, venez me voir. Mais vous le savez. En effet, monsieur. Voilà. Le Rourke passe à l'acte. Le gars n'a même pas pris le temps de regarder son interlocuteur dans les yeux, pas avant une quarantaine de minutes. Il était complètement focalisé sur la fille de ce monsieur Karl Killinger. Alors le WASP de l'époque, hein, évidemment, antisémite, raciste, tout ce que tu veux. On remet les choses dans leur contexte culturel. C'était comme ça à l'époque, c'était très moche et c'était comme ça. Voilà. Tu viens de faire la connaissance de notre ami Rourke et de son alter ego Kate Killinger. Maintenant, je vais te lire la première vraie aventure de Rourke en tant que reporter. Extraite du roman La femme pressée, le premier roman de cette merveilleuse trilogie. Alors c'est digne de Mindhunter. Tu connais Mindhunter, la série Netflix signée David Fincher, avec le frère jumeau d'Emmanuel Macron dans le rôle titre. Mindhunter, c'est flippant. La première aventure de Rourke, c'est complètement flippant. Tous les journalistes devraient en prendre de la graine. C'est ça, le journalisme coco. Descendre en enfer s'il le faut, et on espère qu'il le faut. C'est cette affaire justement qui conduira Rourke dans la Rolls de Karl Killinger. Toute la presse américaine veut bosser avec cet enfant de salaud à la tête asymétrique, aux yeux verts bouteille, à l'espèce de gavroche enfoncée sur le crâne, la clope au bec, le trench coat sur les épaules, le sac à soufflet à la main, le style incarné, quoi. On dirait moi un peu, voilà. 3 semaines plus tard, ses recherches ne l'ayant mené à rien, il s'intéressa à la toile cirée dont le tronc d'homme avait été enveloppé. Il dénombra dans New York 734 points de vente possibles d'une toile cirée telle que celle utilisée. Il rendit visite à chacun de ces points de vente et interrogea au total 1311 personnes, vendeurs, vendeuses et propriétaires de magasins et de boutiques. Il fit chou blanc. Son enquête durant à ce moment-là depuis 126 jours, il n'était pas surprenant que la police new-yorkaise eût classé l'affaire. Il décida d'essayer la scie. « J'aurais même dû commencer par là », écrivit-il dans sa lettre au chat-huant. Le chat-huant, c'est son papa de substitution, c'est son premier mentor. « Après tout, je dois être le seul au monde, à part Esther Karppinen, si elle a quoi que ce soit à voir avec cette affaire, à avoir établi un rapprochement entre le tronc découvert sur le bord de l'Hudson et les déclarations de Madame Lawless. Une chose est sûre en tout cas, je commence à vraiment bien connaître New York. Le 214e vendeur de scie se souvint d'une jeune femme. Assez jolie, assez petite, assez potelée, portant chapeau-cloche à la mode. Elle n'avait aucun accent particulier et pas non plus de cicatrices visibles. Elle ne boitait pas, n'avait, durant la conversation, indiqué ni son adresse ni davantage mentionné son nom. Pour la scie, elle avait dû souhaiter
quelque chose qui pût scier du bois très dur. Le vendeur lui avait proposé des lames de scie à métaux. Oui, 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 dit le vendeur numéro 214. Il se souvenait à présent. C'est drôle comme les choses vous reviennent parfois. La jeune femme portait un grain de beauté sur la joue gauche, presque sous l'œil. Elle avait placé son achat dans un sac de toile à poignée de bois, et quand elle avait ouvert son porte-monnaie pour régler, il avait remarqué un carnet de tickets bleus et jaunes du ferry d'Hoboken. Le vendeur de 114 ne fournit pas toutes ces indications à H.H. Rourke dans les premières secondes. En fait, il mit plus de 2 heures à réveiller sa mémoire. H.H. expliqua au vendeur qu'il arrivait de Montréal, Canada, et qu'il recherchait une Helena Bronsky, nom qu'il inventa, pour lui apprendre qu'un oncle venait de lui léguer 18 000 $. Il avait été obligé d'inviter le vendeur à dîner. Le magasin où travaillait le vendeur se trouvait dans la 14e ouest de Manhattan, et le signalement de l'acheteuse de la scie à métaux était exactement celui d'Esther Karppinen. Esther Karppinen, la psychopathe. H.H. Rourke commença à fouiller Hoboken, qui est de l'autre côté de l'Hudson par rapport à Manhattan et se trouve dans l'État du New Jersey. 11 jours plus tard, partant de l'hypothèse qu'avec un patronyme scandinave comme le sien, Esther Karppinen pouvait fort bien se bourrer de laitage, il rencontra enfin une vendeuse qui justement vendait des laitages et qui avait eu comme cliente en effet une jeune femme brune portant un sac de toile à poignée de bois. « Mais votre sœur ne vous ressemble pas du tout, remarqua-t-elle, d'évidence conquise par le sourire de H.H. et son profil droit. Elle est pourtant ma sœur, répondit H.H. Dans la famille, tout le monde avait ce grain de beauté sous l'œil gauche, sauf moi. Et je recherche ma sœur parce qu'elle est désormais ma seule parente sur terre. Je veux lui apprendre la mort de notre pauvre maman et faire la paix avec elle. » La vendeuse accepta avec enthousiasme de sortir le samedi suivant avec H.H. et lui apprit que tout ce qu'elle savait de sa cliente était qu'elle travaillait comme secrétaire dans un chantier naval. Quelques heures suffirent ensuite. Le chantier naval en question se trouvait entre Hoboken et Jersey City. La secrétaire s'y nommait Esther Cutledge. « Je suis venu vous rapporter votre scie, » dit H.H. Rourke, et il tendit à Esther Karppinen, non pas évidemment la scie qu'elle avait achetée 7 mois plus tôt dans un magasin de la 14e ouest de Manhattan, mais une autre en tout point identique, acquise au même endroit. H.H. guettait la réaction des yeux noirs de la jeune femme brune qui venait de rentrer chez elle ce vendredi vers 7h15 du soir, tenant à la main le sac de toile à poignée de bois. Il obtint la réaction qu'il attendait, espérait. Qui lui dit tout, à commencer qu'Esther Karppinen Cutledge avait bel et bien tué un homme pour le découper ensuite en morceaux, le sciant durant 2 nuits consécutives dans sa cuisine du Bronx, à des kilomètres de là. Il sut qu'elle était l'assassin, aucun doute. Il la regarda vaciller, vit le regard très sombre se voiler, le visage déjà très blanc, de par son contraste avec la chevelure aile de corbeau, devint tout à fait blême. Pourtant, passées les premières secondes, Esther Karppinen se reprit, avec un sang-froid incroyable, et dans ses prunelles apparut une lueur glacée, dangereuse, au vrai très meurtrière. Elle dit qu'elle ne comprenait rien à cette histoire de scie. Elle affirma ne s'être jamais appelée Karppinen et n'avoir jamais habité dans le Bronx, près du zoo. Nia de même évidemment qu'elle eût assassiné qui que ce fût. H.H. Rourke lui demanda combien de voyages elle avait dû effectuer entre son appartement d'Honeywell Avenue et le zoo du Bronx pour faire manger au lion les bras et les jambes de sa victime. Avait-elle jeté aux fauves les membres entiers ou bien plutôt les avait-elle préalablement débités aux genoux et aux coudes ? Il affirma, ce qui était faux, que 2 gardiens se souvenaient très bien d'elle, qui étaient venus 4 matins de suite, enfin peut-être pas 4, mais c'était le matin sûrement, se présentant dès l'ouverture du jardin d'acclimatation avec un sac. Il rappela la déclaration de madame Harriet Lawless, son ancienne voisine, qu'il avait entendu scier les os du mort durant 2 nuits dans la cuisine sudite. Silence. H.H. sourit. « Ne restez pas sur le seuil, entrez, » dit Esther Karppinen. Il entra, et les 2 jours et les 3 nuits qui suivirent furent plutôt hallucinants. D'emblée, il reconnut qu'il n'était pas policier, mais journaliste. Et oui, il allait la dénoncer, il le ferait en toute certitude, dès le lundi matin 8 heures, c'est-à-dire qu'il leur restait à elle et lui une 60aine d'heures.
Il voulait l'interviewer, il souhaitait un récit complet du meurtre qu'elle avait commis. Il attendait d'elle tous les détails, jusqu'au moindre crissement de scie à métaux et jusqu'à la manière dont elle avait sectionné les tendons. Il tenait à savoir dans quel ordre exact elle avait donné à manger au lion et comment et où elle avait jeté le tronc dans l'Hudson River. Et si possible, ce qu'elle avait fait de la tête manquante. Elle nia encore, quoiqu'elle l'eût fait entrer et eût accepté de l'écouter, demeurant d'ailleurs d'une impavidité effrayante. Mais elle ne sembla pas l'entendre quand il lui proposa d'aller ensemble jusqu'au commissariat le plus proche. Au contraire, de la plus surprenante des façons, elle l'invita à dîner, avec un regard qui donna le frisson à H.H. Elle dit qu'elle cuisinait très bien, ce qui se révéla exact. Elle lui prépara un plat finlandais appelé kalakuko, où viande, lard et poisson cuisirent sous une croûte de telle sorte que les arêtes du poisson fondirent, formant une pâte délicieuse. Elle essaya de le tuer. Il s'y attendait, et eut pourtant tout juste le temps de s'écarter d'un bond. Le tranchoir vint s'abattre où il était assis une demi-seconde plus tôt, se plantant dans la table après avoir sectionné l'assiette. H.H. rangea le tranchoir et lui demanda avec le plus grand naturel si c'était de ce tranchoir-là qu'elle s'était servie 7 mois plus tôt. « Oui, dit-elle, c'est le même. J'ai frappé par derrière aussi, mais ce coup-là, je n'ai pas raté.